Bonsoir à tous. Moi, c'est Quentin. Je suis co-coordinateur de l'association des Shifters en Belgique qui organise le festival Projection Transition ce soir. Et pour ceux qui ne connaissent pas, on va vous présenter très rapidement l'association des Shifters. Et je vais vous poser une question. Qui ne connaît pas le triangle de l'inaction? Pouvez-vous lever la main très haut si vous ne le connaissez pas? Ouais, ça fait quand même un bon cinquantaine de pourcents à la salle. Donc, le triangle de l'inaction, c'est un triangle où il y a trois buts, les gouvernements, les citoyens et les entreprises. Et nous, les shifters, on est des citoyens. Et ce triangle explique un peu la tragédie dans laquelle on se situe aujourd'hui au niveau de la transition environnementale, c'est-à-dire que tous les acteurs se rejettent la faute les uns sur les autres. Les citoyens disent que les entreprises n'agissent pas assez, les entreprises disent que le gouvernement n'agissent pas assez, les gouvernements disent que les citoyens, c'est difficile de les convaincre. Nous, on a décidé de transformer ce triangle en triangle de l'action. Et pour faire ça, on fait deux choses. La première, c'est qu'on fait de la sensibilisation. C'est bien parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train d'être sensibilisés, vous sensibilisez des proches, vous allez inviter des gens à être sensibilisés aux soirées de demain et après-demain pour le festival. Et après, on fait de l'influence. On est persuadé qu'il faut aussi influer sur les décideurs politiques et économiques. Et là-dessus, on fait de l'influence thématique. Par exemple, récemment, on a lancé un rapport sur la réduction de la masse des véhicules en région de Bruxelles-Capitale qui est en train d'être très bien accueilli par le monde politique. Donc voilà, sensibilisation et influence. Après la séance, il va y avoir un moment où on va pouvoir discuter avec tous les shifters et tous les autres. Et donc, si vous vous demandez ou vous avez des idées par rapport à ce qu'on fait ou des questions, eh ben, venez nous voir. Et je vais passer la main à Cécile. Cécile va nous présenter le festival Projection Transition. Merci. Alors, je vais devoir commencer par remercier nos partenaires parce que c'est grâce à eux en grande partie que ce festival peut avoir lieu. Donc la Commune d'Ixelles, la Loterie Nationale, la RTBF, le magazine Imagine, dont vous pourrez trouver des exemples de leur magazine à la sortie. Évidemment, le cinéma Vendôme. Et puis, on a des partenaires très particuliers, donc Resil Food, Coherence et Neo Enea, sans qui voilà, on n'aurait pas pu organiser le festival. Alors, ce festival Projection Transition, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un festival de ciné-débat. L'histoire a commencé en France et maintenant se déroule dans plein de grandes villes en France et ici en Belgique, à Bruxelles. Et l'objectif de ce festival, c'est, alors oui, de sensibiliser, mais surtout d'ouvrir le débat sur les enjeux de la transition climatique et écologique à travers le cinéma. Parce que pour nous, le cinéma, c'est un super vecteur en fait d'imaginaire. Ça nous permet de rêver à un monde souhaitable, à un futur souhaitable, chose qui est assez difficile et je pense que pour beaucoup de personnes engagées sur ces questions. Il y en a dans cette salle. On est tous un petit peu... c'est un petit peu compliqué aujourd'hui de se projeter dans un avenir souhaitable. Donc nous, on veut ouvrir cette parenthèse, laisser la parole à plein de personnes très intéressantes sur ces questions-là. Et cette année, on a décidé de mettre comme thématique du festival un monde à rebâtir et surtout un monde en commun à rebâtir. Je vais inviter notre marraine du festival, en la personne d'Alit Delaï Charlier, qui va voilà, vous faire une petite introduction. On la remercie très très fort de parrainer notre festival. On est vraiment très heureux. Merci beaucoup. Bonsoir, c'est un plaisir d'être là. Est-ce que vous m'entendez? Ok, c'est vraiment un plaisir d'être la marraine de ce festival. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. C'est un honneur parce que je pense que c'est ce qui nous manque, entre autres, et c'est ce qui est vraiment nécessaire de dupliquer et multiplier partout. Donc là, ça vient de France et on vous l'avez multiplié ici en Belgique et j'espère que ça peut se passer dans un maximum d'endroits, dans un maximum de villes et surtout avec un maximum de personnes. Donc c'est vraiment cool de voir que la scène est pleine. Je pense plusieurs choses. Donc déjà que c'est génial ce festival, que pendant 3 jours, j'espère que les salles vont ressembler à ce soir. Ensuite, 2 messages que j'aimerais passer, c'est que je pense que si vous êtes ici ce soir, c'est que vous avez vous êtes déjà un peu convaincu et que vous avez déjà un peu une idée en tête, que vous êtes déjà engagé, soit vous avez un pote qui vous a amené ici et vous savez pas trop ce que vous faites ici. J'espère en tout cas que vous êtes cette personne, ça serait incroyable. Mais je pense que c'est le moment dans
quand on regarde ce qui se passe à l'extérieur, quand on voit que ce soir, on va parler beaucoup d'environnement, d'aspect social, qu'on va d'office rentrer dans des débats aussi avec ce qui se passe dans les conflits géopolitiques à travers le monde, je pense que c'est le moment clé où on ait des réelles conversations sur l'intersectionnalité de nos combats. Et j'espère qu'on pourra vraiment atteindre ce débat-là ce soir et dans les prochaines journées et dans nos prochaines mobilisations, parce que peut-être que c'est le moment maintenant, en tant que mouvement climat, si vous avez l'impression d'y appartenir, de se poser les bonnes questions et de voir comment on avance et comment on reste en solidarité et en même temps comment on continue à se mobiliser, surtout pour rebâtir le monde, entre autres en prenant en compte les questions de l'environnement, social et autres. Et je viens de lire un article avant d'arriver ici, c'est un peu déprimant, sur les questions climatiques. Vous l'avez peut-être lu, ça vient de sortir dans le soir, avec toutes les promesses qu'on a faites pour le moment à un niveau international, on va quand même dépasser 3 degrés de réchauffement planétaire. Voilà, ça c'est le petit fun fact de la soirée pour se dire que le film de ce soir est vraiment nécessaire à voir et que rebâtir un monde est vraiment encore nécessaire, mais il faut surtout encore arrêter énormément d'actions qu'on fait aujourd'hui qui sont destructrices, mais on va se mobiliser. Alors j'espère que c'est trop cool de voir que vous êtes mobilisés ce soir. Moi, je veux juste vous donner 2 dates en tête des 2 moments de mobilisation avant Noël. S'il vous plaît, faites-le. Rejoignez-nous. C'est d'abord Code Rouge, une mobilisation massive de désobéissance civile le 15 et 16 décembre. Vous pouvez encore 17 aussi. 16, 15, 16, 17 décembre. Vous pouvez encore vous inscrire. Et le 3 décembre, c'est la marche pour le climat. J'espère que c'est dans votre agenda, dans l'agenda de vos grands-parents, de vos parents et de vos enfants et de vos potes, parce qu'il faut vraiment, vraiment qu'on soit là massivement. Voilà, c'est tout pour moi. J'ai hâte de vous retrouver après et bon film. Autour de cette table, on a Chloé Nicolas-Jack, qui est activiste pour les droits humains et la justice climatique. Adélaïde Charlier, également activiste pour la justice sociale et climatique. Et Maxime Lambrecht, qu'on connaît peut-être mieux sous le pseudo de Philoxime, qui vulgarise des questions philosophiques et climatiques également. Mais avant de commencer dans le vif du sujet, je vais les laisser se présenter. Et juste pour que vous compreniez bien vers où on va discuter une quarantaine de minutes ensemble. Et puis, vous aurez l'occasion aussi, pendant une dizaine de minutes, de poser vos questions. Donc, n'hésitez pas, ce sera à vous de parler juste après. Voilà, je vous laisse la parole. Vas-y, Chloé, tu peux nous parler de ton parcours, peut-être. Ah, qui suis-je Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Et pour la projection du film, c'était vraiment super chouette. Je voulais le voir depuis longtemps en plus. Très rapidement, moi je m'appelle Chloé, je suis activiste basée ici à Bruxelles. Je suis membre de plusieurs collectifs citoyens qui luttent sur différents sujets. Alors je pense qu'on va avoir une présentation très similaire vu qu'on travaille ensemble souvent. Mais donc on travaille sur des enjeux liés aux énergies fossiles, l'exploitation minière des océans notamment. Et je m'occupe aussi de la coordination d'une campagne au niveau européen qui s'appelle Fossil Free Politics, qui lutte contre l'influence des lobbies de l'industrie fossile sur les politiques climatiques et énergétiques européennes. Et à mon avis, c'est pour ça qu'on m'a invitée ce soir. J'ai été porte-parole de Code Rouge, donc le 2e plus gros mouvement de désobéissance civile en Belgique, où on a une 3e édition d'ailleurs qui a lieu dans un mois, comme ça a été mentionné au début, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Bonsoir. Du coup, de mon côté, je suis activiste pour la justice climatique depuis 2019, depuis les grèves pour le climat. J'ai continué à travailler avec le mouvement des jeunes pour le climat et on a créé récemment différents collectifs, comme l'a mentionné Chloé, on travaille beaucoup ensemble. Je participe à des actions diverses comme de désobéissance civile avec Code Rouge ou un maximum de lobby à l'intérieur du Parlement européen, fédéral ou régional. Pour le moment, j'étudie, je suis en master, donc j'ai fait un bac en politique et maintenant je suis en master en gouvernance européenne à Bruges. Du coup, là, je suis en réalité en plein blocus, donc s'il y en a qui sont étudiants et qui étudient aussi, on est ensemble. Moi, je m'appelle donc Maxime Lambrecht, je suis enseignant en éthique à l'UC Louvain et je suis par ailleurs aussi donc vulgarisateur. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Philoxime où on traite de philo et d'éthique du climat
avec des sujets comme de savoir mais qui est vraiment responsable pour le climat et pour le réchauffement climatique, ou entre les éco-gestes, les efforts individuels ou l'action collective, au fond, qu'est-ce qui est le plus important? Une prochaine vidéo sur laquelle je travaille en ce moment, par exemple, sur la COP28, faut-il dealer avec les pays pétroliers, hein, est-ce qu'il faut payer les pays pétroliers pour qu'ils laissent l'énergie fossile dans le sol? C'est une vraie proposition qui a été faite dans la littérature, notamment par 2 économistes. C'était intéressant parce que justement, je travaille sur une vidéo aussi sur la désobéissance civile sur le climat. Et donc, quand j'ai reçu la proposition ici, participer à ce débat, je me disais que c'était l'occasion, en plus, de commenter un chouette film. Donc voilà. Ben, on attaque alors. Hein. On va commencer peut-être avec une question pour Chloé et Adélaïde. Est-ce que selon vous, aujourd'hui, les voies légales et politiques qu'on a en Belgique sont suffisantes pour amener les changements qui sont nécessaires, les changements dans lesquels vous croyez d'un point de vue climatique et social? Pour moi, du coup, ce que j'ai réalisé à travers mon activisme, et puis peut-être que certains d'entre vous ont la même réalisation, parce que je suis sûre que si vous êtes ici ce soir, vous avez sûrement déjà participé à une manifestation ou à une action plutôt symbolique, ou est-ce que vous avez peut-être déjà même participé à une désobéissance civile ou à du lobby, ou bref, un de ces moyens d'action. Et j'ai l'impression d'avoir un peu essayé tous les moyens d'action possibles, et pourtant avoir toujours une frustration de pas être assez, et là je parle pas de moi personnellement, mais des jeunes de ma génération, de pas être assez représentés dans les institutions politiques ou privées, de pas faire partie assez des décisions, de pas participer activement, et donc de pas être structurellement inclus. Et donc, pour répondre à votre question, pardon. On peut se tutoyer, Adélaïde. Pour répondre à ta question, je pense que clairement, il nous manque des outils dans la démocratie pour pouvoir participer, pour pouvoir être inclus dans les différents débats et surtout les prises de décision. Et donc, on pourrait avoir toute une conversation sur la question aussi de la démocratie plus participative. Mais en tout cas, je pense qu'on est à un moment donné, ici en Belgique en tout cas, où on doit repousser notre démocratie encore plus loin, et on doit offrir des nouveaux moyens pour les citoyens de s'engager d'une manière ou d'une autre. Si, par exemple, ils ne veulent pas se retrouver aujourd'hui dans une ONG ou dans un parti politique, où est-ce qu'on peut s'engager? Où est-ce qu'on peut quand même donner de l'énergie, un peu de capacité et de notre temps pour avoir l'impression d'avoir un impact positif dans la société? Moi, je pense que là, il y a encore un terrain fertile sur lequel on doit travailler pour offrir différents moyens d'action. C'est trop segmenté. Je pense que... mais peut-être que vous vous y retrouvez aussi là-dedans, mais moi, en tout cas, je pense que je ne me retrouve pas encore dans un des différents outils qui sont proposés. Et donc, je pense que peut-être que je ne suis pas la seule, et j'en suis sûre. Et donc, pour moi, il faut pouvoir construire encore différents moyens d'action. Et c'est ce qu'on essaie de faire, entre autres, en créant des collectifs, là où on peut se sentir engagé, là où on peut donner un maximum de temps, là où on peut aussi se sentir qu'on a de l'impact directement vers le monde politique, par exemple, tout en ne devant pas être sur une liste, par exemple, politique, ou en n'ayant pas la capacité, par exemple, de travailler 5 jours semaine pour une ONG. Donc, il faut pouvoir trouver, je pense, des entre-deux, offrir ces moyens-là aux citoyens qui ont envie de s'engager. Et c'est ce qu'on essaye de faire pour le moment à travers nos différents collectifs. Mais ça ne sera jamais structurel si ce n'est pas encadré, pour moi, beaucoup plus... Enfin, que ce soit presque institutionnel. Et aujourd'hui, ce ne l'est pas. Donc, à tout moment, si demain le citoyen veut plus s'engager, on peut perdre ce peps de moyens d'action qui sont nécessaires aujourd'hui si on veut vraiment avancer. C'est un manque que tu ressens aussi, toi, Chloé? Je pense qu'en fait, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est pour rebondir à ce que tu disais sur la question de la démocratie, c'est les outils, ils existent en soi. On pourrait, dans un monde idéal, on aurait accès aux décideurs et on aurait la capacité effectivement d'action. Le problème, c'est qu'il faut bien réaliser ce qu'on a en face de nous. Moi, je prends souvent l'exemple du niveau européen parce que c'est à ce niveau-là que je travaille. Je ne sais pas si vous savez, mais Bruxelles est la 2e ville au monde où il y a le plus de lobbyistes. Donc, il y a à peu près entre 25 et 40 000 lobbyistes à Bruxelles. La première ville, c'est Washington. Sur ces 40 000, on a à peu près 3 à 5 000 à travailler en ONG. Donc, ça veut dire que tout le reste défend des intérêts privés. On parle de montants dépensés chaque année pour faire du lobbying qui sont, pour les plus gros dépensiers, plusieurs millions d'euros.
c'est très loin du budget total d'une ONG, par exemple. Juste pour vous donner un exemple, entre février 2022, donc le début de la guerre en Ukraine, et octobre 2022, donc pendant 6 mois, la Commission européenne a eu à peu près 100 rendez-vous avec les entreprises des énergies fossiles pour gérer la réponse européenne à la crise énergétique. Donc ça fait à peu près un rendez-vous tous les 2 jours. Nous, on n'a rencontré personne à la Commission pour faire la promotion de nos solutions. Donc, il faut bien se dire qu'en fait, ce qu'on a en face de nous, c'est énorme en termes de temps, de capacité, d'argent à dépenser pour conserver le status quo. Donc, oui, effectivement, on est limité par ça. On est limité par ce qui est en face de nous. On est limité par l'accès de ces personnes et de ces organisations aux décideurs, parce que le système est fait comme ça. Mais, dans certains cas, ça peut fonctionner. Et je voulais juste donner l'exemple de quelque chose qu'on a fait cet été, sur lequel on a travaillé, qui est la loi de la restauration de la nature, qui était un processus qui était au niveau européen. Et en fait, au niveau du Parlement, il y avait une pression monstrueuse de la part des conservateurs, parce que cette loi, qui au final est une loi sur laquelle tout le monde devrait être d'accord, restaurer la nature, c'est pas hyper polémique non plus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les conservateurs au niveau européen en ont fait un emblème de leur lutte interne politique. Et donc, ça a failli pas passer. Et en fait, on s'est mobilisé sans désobéissance civile, avec des outils plus traditionnels, on va dire. On a fait des mobilisations, on a fait des cartes blanches, on a fait du lobby. Et au final, la loi est passée. Alors, le problème, c'est qu'elle a été très affaiblie, mais elle est passée. Donc, juste pour conclure, c'est pour dire que, effectivement, les outils existants, ils sont loin d'être parfaits, ils devraient être améliorés. Le problème, c'est qu'on est dans une situation d'urgence extrême. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une situation d'urgence extrême et que les outils qu'on a, ils ne sont pas suffisants et qu'en face, on a des adversaires qui sont extrêmement puissants? Faut se poser la question des autres modes d'action, quoi. Je vais rebondir sur ce que tu dis, peut-être, Chloé, dans le film, au tout début. C'est une des premières phrases que prononce Hatla. C'est ce que j'ai fait, je crois du fond du cœur que c'est juste. Et ça nous amène peut-être, Maxime, à cette question de la légitimité. En fait, à partir de quel moment, quand on ne se sent pas entendu, on bascule dans autre chose? Oui, c'est une grande question, en tout cas, qui est discutée dans la littérature philosophique, et c'est le débat classique sur la désobéissance civile, au fond, qui est celui de savoir quelles sont les raisons et quelles sont les justifications légitimes qu'on peut avoir de violer la loi, comme c'est le cas ici et comme c'est le cas dans plein d'autres actions. Et alors, bon, la question n'est pas difficile dans une dictature, parce que là, évidemment, il y a un droit de résistance à l'oppression. La question difficile, c'est comment, en démocratie, dans quelles conditions est-ce qu'on peut avoir le droit de violer la loi? Et bon, c'est une littérature, de nouveau, comme je disais, très longue, qui va de Thoreau à Habermas, en passant par Rawls, et qui cite aussi des grandes figures comme Emmeline Pankhurst dans le mouvement des droits des femmes. On a vu quelques figures aussi sur la cheminée de Hala ici. On a vu Nelson Mandela, on a vu Mohandas Gandhi, je pense. Enfin voilà, on peut pas citer Rosa Parks, Martin Luther King, etc. Et donc, en gros, pour vous faire le résumé, le consensus dans la littérature philosophique, c'est qu'il y a quelques conditions de base dans cette conception assez classique de la désobéissance civile. La première, c'est la publicité. Ça, on pense par exemple à Gandhi qui envoyait, c'est un exemple un peu extrême, mais qui envoyait des lettres notifications préalables au vice-roi de l'Inde pour lui dire, cher ami, nous allons lancer une grande marche de 300 km pour aller saisir les mines de sel, les salines à la côte de l'Inde. La deuxième, c'est la non-violence. Aussi, on pense à Gandhi, on pense à Martin Luther King et aux autres militants des droits civiques qui avec flegme, se laissent matraquer par les forces de police aux États-Unis. Et la troisième grande condition, c'est la non-évasion. C'est le fait d'assumer les conséquences de son acte et d'assumer du coup y compris la sanction, y compris la peine de prison, quoi. Et on considère aussi généralement que la fonction de la désobéissance civile, ça doit être d'avoir une fonction communicative. Donc c'est une contribution au débat public. On veut faire changer la loi. Ça aussi, c'est Emmeline Pankhurst qui disait lors d'un de ses nombreux procès, qui disait nous ne sommes pas là parce que nous avons violé la loi, nous sommes là parce que nous voulons faire changer la loi. Et donc ça, c'est un truc qui est très important.
Et bon, si on applique ce modèle justement ici au film, on voit que dans les actions de Halla ou Hatla, je ne sais pas trop comment il faut prononcer, bon, publicité, ben non, hein, là clairement, on est plutôt dans des actions secrètes, clandestines. Non-évasion, carrément pas. D'ailleurs, elle fait arrêter ce pauvre touriste espagnol au moins 3 fois. Donc, ça c'est quand même un petit peu... non-violence, on pourrait lui accorder. Hein. D'ailleurs, c'est un débat dans les douches de la piscine, là, de savoir si on est dans la violence. Et on voit aussi que les autorités ont toujours tendance, comme souvent dans les débats en pratique, à dire oui, c'est de la violence, c'est du terrorisme, etc. Et on pourrait considérer effectivement que la violence, il y a une définition plus stricte qui limite la violence aux atteintes aux droits fondamentaux des personnes, et on pourrait considérer que les dégradations des biens d'une multinationale, bon, c'est pas de la violence. Mais donc voilà, donc ça il y a un modèle classique qui manifestement s'applique pas. Et alors il y a d'autres auteurs qui vont dire bon ben peut-être qu'on n'est pas obligé de suivre la recette canonique de Martin Luther King, Gandhi et compagnie, hein, et donc il y a des auteurs qui parlent de désobéissance incivile pour couvrir aussi des actions du type des mouvements de solidarité envers les réfugiés, qui sont aussi non publics, etc., qui essayent d'évader la sanction, ou des mouvements de libération animale, par exemple, etc., etc. Mais bon, ici, on est encore dans un truc plus radical, le sabotage, et ça, c'est encore une autre grande question. Et donc, si on suit cette définition-là, ce qu'on a vu là comme action de désobéissance, c'est pas de la désobéissance civile. Éthiquement, non, ça ne rentre pas dans la définition de désobéissance civile. Il y a pas, en fait, c'est ça, en fait, surtout qui est intéressant. Dans le film, on voit qu'avec son ami Levin, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, son ami du ministère, c'est un peu les discussions qu'ils ont tout le temps. Lui, bon, en plus, il est stressé, il est timide, il a peur pour son job, pour sa peau, hein, mais fondamentalement, il insiste sur son manifeste, sur le fait qu'elle doit publier son manifeste, et ils ont une deuxième discussion où il dit oui, tu dois, sinon ils vont contrôler le débat, c'est toi qui dois essayer d'intervenir pour essayer de faire entendre ta voix, quoi. Et on dirait que Hadla, c'est pas ça qui l'intéresse, hein, au final, elle veut surtout agir. Et donc il y a un manifeste qu'elle jette, je sais pas si c'est la manière la plus efficace d'ailleurs, mais à part ce manifeste, il n'y a pas vraiment, la fonction, elle n'est pas essentiellement communicative. Et donc, ça, on peut dire que ça tombe plus dans ce qui relèverait de l'action directe que de la désobéissance civile. Donc, l'action directe, c'est comme les sabotages de pipelines, etc., on en reparlera peut-être, c'est le fait d'essayer de directement agir pour diminuer les émissions, ou pour un dégât environnemental qui n'est pas très clair dans le film d'ailleurs, hein, de ces industries de l'aluminium, et d'essayer de convaincre la population, quoi. Donc limite, si on peut convaincre la population, c'est un effet secondaire positif, mais c'est pas le but principal. comment on fait justement pour rendre une action de désobéissance crédible et efficace? Déjà, c'est très intéressant d'entendre ce que vous dites, parce que pour moi, une action directe, je la voyais comme un des moyens de faire de la désobéissance civile. Genre, je vois énormément de moyens de faire de la désobéissance civile. Et puis ensuite, l'action directe peut être une désobéissance civile, genre un des moyens d'agir. Mais c'est intéressant d'entendre cette analyse-là. Comment la rendre efficace? Crédible et efficace. Crédible et efficace. Je pense que, premièrement, souvent la désobéissance civile, en tout cas dans laquelle j'ai participé, elles ont été organisées, elles sont réfléchies, donc c'est-à-dire le but à atteindre, en gros qui on veut prendre avec nous. Et beaucoup de désobéissance civile, ou du coup je ne sais pas si j'utilise le bon terme, le but n'est pas de prendre toute la population entière et qu'elles vont nous soutenir à 100% dans l'action qui est mise en place. Et donc ça dépend de la définition qu'on met pas à la crédibilité, mais en tout cas à l'efficacité. Et je pense que beaucoup d'actions de désobéissance civile en France et en Belgique ont atteint leur objectif. Et pourtant, dans l'extérieur, on a l'impression que pas du tout. Mais parce que l'objectif n'était pas nécessairement que tout le monde se dise « oui, c'est vrai, vous avez raison », comme par exemple une marche pour le climat, où là, on arrive vraiment, l'objectif est surtout d'avoir du soutien global de toute la population, qui est beaucoup plus facile. Mais là, peut-être d'atteindre un autre objectif, c'est d'imposer un débat beaucoup plus rapidement dans des institutions, c'est d'imposer le débat, et on le voit ça dans le film, mais aussi direct dans tous les médias, parce que c'est
tellement prenant qu'on est obligé d'en parler, et donc c'est d'imposer peut-être le débat. C'est plutôt la question de remettre à l'agenda. Tandis qu'une marche pour le climat, et on le voit aujourd'hui, c'est une autre efficacité. Ça nous permet d'avoir nos grands-parents et nos toutes petites sœurs avec nous et d'avoir tout le monde un peu, même le soir, même si c'est au JT, d'avoir peut-être même tous les politiciens de tous les partis politiques d'accord avec la marche pour le climat et peut-être pas un débat plus de fond. Et donc, c'est une autre efficacité. Et la crédibilité, elle est aussi réfléchie par ces mouvements qui mettent en place la désobéissance civile. Donc, pour la plupart du temps, les actions de désobéissance civile sont réfléchies pour atteindre des objectifs et donc, pour moi, très crédibles. Oui, enfin, non, mais je pense que ça a été dit. Juste peut-être ajouter, on a énormément critiqué les actions de désobéissance civile qui ont lieu en Angleterre, notamment de Just Stop Oil récemment. Et en fait, des chercheurs se sont penchés sur justement l'efficacité de ces actions, voir si au contraire, est-ce que ça avait augmenté le soutien de la population ou au contraire réduit le soutien de la population pour la cause environnementale. Et en fait, ce qu'ils ont trouvé, donc ça c'est quelque chose qui existe depuis longtemps dans la sociologie, c'est ce qu'on appelle l'effet du flanc radical. Donc, j'imagine que vous êtes familier avec la notion de la fenêtre d'Overton. Donc, quand on fait bouger ce qui est considéré comme crédible ou pas sur une échelle. Et en fait, donc ces chercheurs ont découvert que les actions de Just Stop Oil n'avaient pas augmenté la popularité de Just Stop Oil, et ça n'a jamais été leur but. Just Stop Oil n'a jamais voulu être soutenu par une majorité de la population. En revanche, ça avait augmenté le soutien pour des organisations qui, du coup, étaient considérées comme vachement crédibles. Donc des organisations, on va dire, un peu plus mainstream. Typiquement, les Amis de la Terre, même des Greenpeace, alors que, voilà, Greenpeace, il y a beaucoup de gens qui critiquent aussi les méthodes d'action. Donc là où les objectifs de Just Stop Oil étaient définis avant, donc une exposition médiatique importante, à la fois au niveau national, mais aussi au niveau international, et un soutien augmenté pour certaines causes, bah, au final, ils ont réussi à atteindre leurs objectifs. Donc l'efficacité, elle est là. Après, se pose effectivement la question de la crédibilité, mais l'efficacité, quand on regarde les analyses, elle est là en tout cas. Et donc, on assume le fait qu'une partie du public voit ces actions comme des moyens radicaux. On assume qu'une partie du public ne suive pas ces actions-là. Oui, je pense que ça n'a jamais été l'intérêt des actions de désobéissance civile d'avoir 80% de la population qui soutient ça. Quand on regarde que ce soit les autres mouvements dans l'histoire des mouvements sociaux, le droit de vote des femmes, la question de la ségrégation, l'apartheid même en Afrique du Sud, enfin, il y avait quand même un peu plus que 50% de la population qui n'était pas d'accord. Donc ça n'a jamais été le but premier. En revanche, effectivement, ça met des sujets à l'agenda, ça force un débat politique, ça force un débat médiatique. Et en général, ça atteint des résultats parce que quand on regarde les grands changements sociaux dans l'histoire, très souvent, ils ont commencé avec des méthodes plus traditionnelles, donc par exemple des marches, des tracts, une façon de faire du lobby, etc. Et très souvent, il y a eu des épisodes de désobéissance civile qui ont permis d'atteindre ces changements. Donc, quand on regarde, c'est plutôt efficace. Alors quand on a le nez dedans et qu'effectivement on a un automobiliste qui n'est pas content parce qu'on se fait bloquer sur la route le matin, je peux comprendre qu'on ne se dise pas « Ah, c'est génial, je les soutiens à fond ». En revanche, quand on recule un petit peu et qu'on regarde l'histoire des mouvements sociaux, on se rend compte que c'est plutôt efficace. Si je peux juste ajouter un truc pour lier au film, je trouvais ça peut-être ce qui manque après ses actions directes, du coup, c'est je suis sûre qu'il y a sûrement, si elle a été emprisonnée et qu'il y a eu autant d'attention médiatique, il y a d'office eu un mouvement de soutien derrière pour elle, des personnes qui seraient pas prêtes à faire ce qu'elle a fait, qui seraient jamais prêtes d'aller faire les actions qu'on a vues, mais par contre qui seraient prêts à soutenir le message, à soutenir l'initiative, et du coup peut-être, moi j'imagine pour le film, pour le deuxième épisode, une marche qui la soutient pour la sortir de prison, le procès en justice, etc. Et donc tout ce follow-up-là, ça serait fou de voir que si elle a créé un mouvement grâce à son action directe, c'est alors là que ça devient intéressant dans l'analyse, quoi. Le réalisateur est dans la salle, justement. Ah ouais.
Non, c'est pas vrai. Et ce serait intéressant de savoir pourquoi il a fait Je ces ne choix. pas invité à table, tu vois. Mais justement, je suis tout à fait d'accord, ce serait intéressant. Une des fonctions, pour rester sur cette idée de fonction communicative, c'est le procès. Les désobéissants, généralement, ils utilisent leur procès comme une occasion de plaider leur cause et de faire un argumentaire, d'articuler. Et donc, si on est dans un objectif de désobéissance civile ou un objectif de communicatif, et donc il peut y avoir des actions directes qui sont entre les deux d'ailleurs. Par exemple, je pense Code Rouge, je vois ça plus comme un truc communicatif. Même s'il y a aussi une action, on veut bloquer une exploitation, mais j'ai l'impression que c'est pas, je me trompe peut-être, c'est pas l'objectif premier, qu'il y a quand même aussi un but de convaincre une partie de l'opinion et comme tu disais, de mettre à l'agenda et de forcer le sujet à l'agenda, quoi. Et donc sur l'efficacité de ces actions, moi, en tant que philosophe, je suis mal placé pour juger. C'est une question empirique pour les sociologues ou pour d'autres scientifiques. Je pointerais juste peut-être l'importance toujours pour cette fonction communicative d'un lien assez fort, d'une équation entre le moyen utilisé et le résultat visé. Et je repense de nouveau à ce débat sur les actions de Just Stop Oil et les canettes de soupe de tomates jetées sur des œuvres d'art. Le débat, j'ai l'impression, s'est très vite focalisé sur les œuvres d'art, la dégradation d'œuvres d'art et ce genre de choses. Et est-ce que les œuvres d'art sont plus importantes que le climat, etc. Et j'ai l'impression que c'est on a un peu perdu peut-être le message. Donc peut-être que ça, mais de nouveau à vérifier, on verra dans quelques années ce que dira littérature empirique. Mais ça, c'est peut-être un manque d'adéquation vraiment entre la méthode utilisée et l'objectif, quoi. Alors que de nouveau, Gandhi, Martin Luther King, etc. Ils pensaient très fort à quel symbole je donne quand je fais une marche de Selma à Montgomery, de ces quartiers principalement noirs où la ségrégation vit en plein, jusqu'à la capitale de l'État, etc. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Dommage que Karine soit malade pour pas nous expliquer son procès. Elle a été... Tout à fait. On salue Karine Thibault qui devait être parmi nous ce soir et qui malheureusement est malade. Et en effet, c'est dommage qu'elle ne soit pas là. Parce qu'elle a été avec un groupe d'activistes condamnés en justice à Bruges, justement là, il y a quelques semaines. Vous avez peut-être suivi ça, c'est des activistes de Greenpeace qui ont fait une action directe de désobéissance civile. Maintenant, je ne sais plus. C'est pas un petit peu et ils ont utilisé évidemment leur procès pour faire de la communication autour de majoritairement aussi la criminalisation de l'activisme en France et en Belgique pour le moment. Vous avez peut-être suivi ça aussi avec une loi qui a été discutée et je pense qu'on espère ne sera plus trop discutée trop longtemps ici en Belgique à un niveau fédéral de restreindre les droits de manifestation, en tout cas aide-moi Chloé, Non, c'est très drôle. Non, c'est la loi anti-casseur. Ouais. Oui, comme ça. Allez, contraint, non. Tu as donc t'es condamné, une condamnation, et en fait le but de cette loi, c'était de dire que si on était condamné pour un certain crime qui était listé dans une liste précise, potentiellement ça pouvait être assorti d'une interdiction de manifester de 3 à 5 ans. C'est ça que tu veux dire? Une condamnation, j'avais pas le mot. Et bref, du coup, ils ont utilisé ça ils ont utilisé leur jugement pour mettre cette communication en avant. Heureusement, la semaine dernière, on a appris qu'ils n'ont pas été condamnés, enfin, seulement. Ils ont été condamnés, Ils ont c'est été juste qu'ils n'ont condamnés. pas eu une peine. Du coup, ça veut dire que là, pendant 5 ans, 3 ans ou 5 ans, je sais plus, 5 ans, ouais, c'est ça. S'ils sont à nouveau condamnés, là, ils font de la prison. Donc, c'est très risqué en vrai. C'est très risqué. Activistes. On voit du coup quand même une criminalisation de plus en... Enfin, ça, j'insiste vraiment sur ça. Il y a une criminalisation de l'activisme dans tout... Enfin, maintenant, ça nous touche en tant qu'activistes pour le climat, mais c'est présent pour tous les activistes, peu importe les causes qu'on met en avant, et même on n'est pas nécessairement égaux face à ça. Et bref, du coup, ça, c'est hyper important. Et d'ailleurs, ça nous fait très peur quand on a vu que ces activistes étaient face à la justice maintenant. Néanmoins, heureusement, ils n'ont pas... doivent pas suivre les peines maintenant, mais on espère qu'ils ne seront pas repris. Je rebondis sur cette question-là. C'est quoi les risques aujourd'hui pour les activistes? On en a déjà parlé un petit peu, évidemment, mais qu'est-ce qu'on accepte de prendre comme risque? Mais je pense que la première chose à dire, c'est que donc ici, moi en tout cas, je suis une activiste assez privilégiée qui souvent rejoint des actions. Si je rejoins des actions de désobéissance civile ou actions directes, c'est majoritairement lié aux questions de l'environnement. Et donc, c'est important de dire que je n'ai pas les mêmes risques que d'autres personnes qui vont faire face à
des discriminations structurelles déjà présentes dans notre société. Donc, je suis privilégiée face à ces risques. Donc, je ne répondrai pas de la même manière qu'une autre personne qui pourrait être directement structurellement défavorisée. Et on dit ça, les risques aujourd'hui, c'est qu'ils augmentent de plus en plus. On le voit avec la loi qui est discutée, de se dire que si potentiellement on se ferait arrêter pour une action ou une autre, imaginons que demain, Chloé et moi, on se fasse arrêter et que la loi qui est discutée aujourd'hui pour nous interdire de manifester, donc de nous imposer la condamnation d'interdiction de manifestation pendant 3 à 4 ans, ça voudrait dire que potentiellement, si on est jugé et que le juge ensuite décide d'utiliser cette loi, on a le risque de ne plus pouvoir manifester, rejoindre une manifestation pendant 3 ans, par exemple. Ça, c'est ce qui est possible si la loi passe. Donc, on n'y est pas, mais c'est parce que c'est des risques qui sont réellement négociés aujourd'hui, donc qui sont potentiels si ça passe pour nous dans les prochaines années. Et donc, les risques augmentent, même pour les personnes privilégiées. Donc, il faut vraiment prendre ça en compte. Je pense qu'il y a... on est en train de créer, et on l'a vu en France, parce qu'il y a les mêmes lois qui là sont passées, de plus en plus de contraintes pour être sûr que sortir en manifestation, si on se fasse arrêter, il y ait des réelles contraintes derrière. Et donc, nous faire peur quand on va manifester ou si on veut commencer à participer à des actions de désobéissance civile. Donc, les craintes sont réellement présentes. Est-ce que c'est disproportionné, Maxime ? C'est en tout cas très préoccupant. On peut voir aussi dans plein de pays, aux États-Unis par exemple, fréquemment on invoque les lois antiterroristes pour doubler la peine. C'est le cas notamment de 2 militantes qui sont fait condamner à 8 ans de prison. Il y a eu un doublement de peine parce que on a utilisé ces lois antiterroristes. Et ces 2 activistes, c'est Reznicek et Montoya, qui avaient fait une tentative de sabotage du Dakota Access Pipeline, donc un pipeline assez important aux États-Unis. Et donc voilà, quand on a 8 ans de prison, on peut penser aussi effectivement à la dissolution de l'organisation, la Fédération d'organisation les soulèvements de la terre en France, qui a été heureusement annulée par le Conseil d'État. Mais là, on voit clairement que le gouvernement a tendance à utiliser, à vouloir faire l'exemple, etc., à utiliser des méthodes qui devraient être des derniers recours, et de manière, voilà, en y allant pas de main morte, quoi. Donc effectivement, il y a une tendance certainement à une répression disproportionnée. Alors que justement, dans la littérature philosophique, on voit des propositions, en tout cas pour la désobéissance civile, je ne sais pas pour des actions comme celle de Hatla, mais de dire que le juge devrait montrer une certaine clémence et devrait prendre en compte ces raisons pour les condamner à des peines moins fortes, quoi. Aux États-Unis, il y a eu un mort. La police a tué un militant écologiste il n'y a pas longtemps. Je pense que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en Belgique, on a énormément de chance pour l'instant. On a énormément de chance dans les relations qu'on a avec la police, parce qu'il y a beaucoup moins de débordements que dans d'autres pays. On a énormément de chance par rapport aux condamnations actuelles des activistes. En Angleterre, par exemple, Phoebe, qui était la personne qui avait envoyé de la soupe sur le tableau de Van Gogh, vient d'être condamnée, là, il y a 2 jours, à de la prison ferme. Donc elle est repartie en prison. Elle était déjà en prison depuis quelques jours. Il y a des condamnations en Angleterre, il y a des condamnations en France, il y a des condamnations en Allemagne. Pour l'instant, en Belgique, on n'a pas eu de condamnation. C'est à souligner. Il y a beaucoup de risques, mais c'est à souligner. En France, la police, le ministère de l'Intérieur utilise de plus en plus des méthodes qui sont des méthodes notamment dédiées dans la lutte contre le grand banditisme ou la lutte contre le terrorisme. Par exemple, on parle de sabotage, il y a eu des militants qui ont fait du sabotage dans une usine Lafarge, donc une usine de ciment près de Marseille. Les méthodes qui ont été utilisées pour les retrouver sont des méthodes qui sont liées à la lutte antiterroriste. Donc, par exemple, ils ont été perquisitionnés et arrêtés à 5 heures du matin par littéralement des brigades qui normalement sont des brigades d'élite pour gérer les enlèvements, etc. Ils ont été mis sur écoute, on a carrément on met en place des suivis GPS, on met en place des suivis de personnes, donc on affecte des policiers, des personnes physiques, pour suivre des militants. Ça, c'est des méthodes qui n'ont jamais été utilisées auparavant sur des militants écologistes. Donc, il y a un durcissement aussi de l'arsenal judiciaire, pénal, mais aussi au niveau de l'enquête par rapport aux militants chez nos voisins, qui est très inquiétant parce qu'on peut légitimement, je pense, estimer que ça arrivera chez nous à un moment.
Et ce qui était intéressant sur la question de la loi anti-casseurs, notamment quand on avait des débats avec les partis politiques, c'était de dire comment est-ce que ces vérifications seront faites? Comment est-ce que vous allez potentiellement contrôler 1000 personnes dans une manifestation et que vous allez dire « Ah, mais toi, tu as déjà été condamné, donc tu peux pas revenir ». Et en fait, ça, ils n'avaient pas de réponse. Et donc, on se retrouvait à avoir des conversations avec eux sur qu'est-ce qu'on va mettre en place? De l'intelligence artificielle pour tout le monde, en fait, on va contrôler tout le monde avec des caméras, on va faire des contrôles d'identité massifs, ou alors, ce qui va être le plus simple, c'est qu'en fait, on va viser les leaders des mouvements puisque ce sont des visages connus. Donc, en l'occurrence, chez les syndicats, c'est par exemple un Thierry Breton. Chez les militants climat, Adélaïde. Donc, on peut se retrouver potentiellement dans une situation extrêmement complexe au niveau de la gestion de la police et des militants climat. Et ça, faut vraiment pas le sous-estimer parce qu'on le voit déjà actuellement chez nos voisins. Est-ce que c'est un risque qui t'effraie, toi, personnellement, Adélaïde? Oui, c'est un risque qui m'effraie quand je suis au moment où je dois me mettre en action. Donc, quand par exemple, je vais commencer une action le matin même où je me réveille, j'ai peur, mais en même temps, je suis un peu la même situation que la phrase que tu as citée au début, genre je sais que je suis droit dans mes baskets et que ce que je fais, c'est juste. Et souvent, je suis pas seule. Donc, ça me permet de ne pas avoir peur. Et aussi, je rappelle, je suis privilégiée. Donc, je sais que je serai pas face aux mêmes condamnations. Donc, tout ça me permet de me sentir pas nécessairement bien, mais j'ai un peu moins peur. Mais c'est sûr que tout est fait pour qu'on ait peur et pour qu'on n'ait pas envie, évidemment, de faire de la désobéissance civile. Et même faire appel à de la désobéissance civile aujourd'hui en ligne ou autre, des choses que je fais beaucoup. Même ça pourrait je pourrais être condamnée pour ces actions-là. Donc, évidemment, je pourrais avoir peur, mais c'est tellement... honnêtement, ça me fait pas peur vu le message qu'il y a derrière. Que même aujourd'hui, je serais prête à aller, s'il faut, face à la justice, avec une crainte d'emprisonnement, s'il faut justifier les actes que j'ai faits. Tu parles du fait de ne pas être seule. Atla, elle est toute seule quand elle agit. Est-ce que pour toi, c'est une condition sine qua non, finalement, à la désobéissance civile aujourd'hui en Belgique, c'est le fait d'agir en groupe? C'est une bonne question parce que ça m'a beaucoup surpris qu'elle agisse seule, qu'elle l'ait pas dit à sa sœur et je pense qu'elle est très forte parce que moi personnellement, je sais pas si j'arriverais à tout porter sur mes épaules, surtout que c'est beaucoup d'organisation. On s'est dit tout à l'heure en regardant le film, elle est hyper intelligente en fait. J'aurais jamais pensé à tout ça. Je pense que je me serais fait arrêter dès la première minute. Donc non, je pense que moi je pourrais pas faire ça seule. Mais en même temps, c'est hyper inspirant. Enfin, je veux dire, elle lance un truc qui pourrait être dupliqué par d'autres. Donc, si elle veut agir seule, pour moi, et donc ici, c'est une action directe, pas de la désobéissance civile. Là, du coup, elle arrive à faire une action directe seule et je trouve ça hyper impressionnant. Donc, pour moi, c'est pas un facteur de le faire ensemble. Pourtant, c'est ce que je prône et c'est ce que je dis partout, c'est qu'il faut pas être seul parce que je pense que dès qu'on a un doute, dès qu'on est mal, dès qu'on se questionne, ben, c'est grâce aux autres qu'on arrive à continuer. Et c'est ça que je vois dans la désobéissance civile de masse où on va à 200, 300, on se dirige vers une mine. Ben, ça, c'est à ce moment-là, même si j'ai peur, comme tout le monde chante autour de moi, je vais sourire, quoi. Donc c'est ça qui me permet moi en tout cas de continuer. Et je pense que ceux qui ont peut-être pas le leadership de Allah, c'est comme ça hein, qu'il s'appelle. Ben, peut-être qu'être ensemble, ça nous permet d'aller plus loin. C'est ça la force des mouvements sociaux, Maxime, c'est d'agir en groupe. Disons que, de nouveau, quand on est en collectif dans une action massive de désobéissance civile, de nouveau, le but est de convaincre massivement. Et si les gens vous suivent, c'est que vous avez finalement une certaine aussi légitimité démocratique, etc. Le risque à agir seul, un peu comme le fait Atla ou Allah, ou je sais pas, dans le film, c'est... On peut dire les deux. C'est ça. C'est qu'au fond, les choix qu'elle fait, de quel truc saboter, elle les fait elle-même, elle les fait toute seule. Et ça renvoie peut-être à une difficulté que j'ai avec ce mode d'action, c'est qu'au fond, quand on choisit l'action directe,
Là, on n'essaie plus de contribuer au débat démocratique, on agit directement, les arbitrages, du coup, ça veut dire qu'on est obligé de faire confiance à Atla pour les arbitrages qu'elle fait, le risque, bien sûr, c'est que les moyens de désobéissance qui ont l'air tout à fait sympathiques pour le climat, ça peut aussi être des moyens qui peuvent être utilisés par le camp d'en face. Et donc, on peut repenser à des cas il y a eu un procès d'activistes de génération identitaire en 2018, je pense, qui avait bloqué la frontière franco-italienne dans les Alpes pour empêcher des migrants d'arriver en France, etc., des réfugiés. Voilà, c'est aussi un exemple d'action qui peut arriver. On pourrait tout à fait imaginer, d'ailleurs, de nouveau, je ne sais pas exactement quel est l'argument, si c'est un argument pro-climat ou pro-préservation de l'environnement, des écosystèmes, du paysage, etc. en Islande, mais on pourrait imaginer des activistes anti-éoliennes, soit parce qu'ils sont victimes de désinformation sur les énergies renouvelables, etc., soit parce qu'ils veulent préserver leur paysage, utiliser aussi des actions de sabotage et saboter des éoliennes et produire un effet massif sur la possibilité d'adopter une transition énergétique chez nous. Donc, c'est un peu c'est le risque et c'est le problème qu'on peut avoir. C'est du coup quand même un choix important, et je dirais qu'il faut peut-être pas désespérer sur les capacités de nos démocraties, toutes décevantes qu'elles soient, hein, et toutes exaspérantes que soit la lenteur de leur action, mais de réaliser ces arbitrages. Parce que si on laisse des individus tout seuls le faire, ça peut avoir des conséquences quand même assez désastreuses, quoi. Donc il y a une importance de s'inscrire dans le débat démocratique, même à travers une action de désobéissance civile. Oui, je pense. Un autre exemple que j'ai en tête, c'est le film et le livre de How to Blow Up a Pipeline. Je vous conseille d'ailleurs le film dans tout autre genre. C'est beaucoup plus stressant, mais très chouette. Mais dans le film, donc, on voit les activistes qui discutent et qui envisagent l'effet de leur action. Hein. Ce sera donc on fait sauter ce pipeline et le résultat, c'est que ça va faire flamber les prix des combustibles fossiles, etc. Et il y en a un moment qui pose la question, oui, mais quand même, est-ce que ça va pas être chaud pour les gens de se payer leur facture énergétique, etc. Et puis, il n'y a pas de réponse. Mais c'est un truc à prendre en compte, par exemple. Hein. Est-ce que par votre action, vous provoquez l'équivalent d'une guerre en Ukraine et donc vous provoquez la précarité énergétique, etc. etc. De nouveau, c'est quand même dangereux de laisser à des activistes seuls le choix de faire ça, et voilà, de faire des arbitrages qui risquent d'être très coûteux pour le reste de la population. Est-ce qu'on peut peut-être faire un petit point sur les actions de désobéissance civile qui ont eu lieu ces dernières années en Belgique ou ailleurs, et les effets positifs ou négatifs qu'elles ont pu avoir? Pardon. On a déjà des personnes. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le public? Ouais. Est-ce qu'il y a un micro peut-être à faire passer? Pardon. Oui, bonsoir. En fait, j'ai quatre propositions très précises à faire à la RTBF, service public, médias. Mais là, je vous propose de poser une question aux intervenants qui sont ici. Je réagis, donc Chloé, c'est vraiment dans ce sens. Donc, l'information sur l'attaque Lafargue, il faut voir le documentaire de Tipeee, donc partager, c'est sympa. Là, je veux vraiment aborder une suggestion. Des quatre, j'en ai quatre. La dernière, pourquoi est-ce qu'on n'organise pas des débats de la même manière qu'on fait des débats entre deux politiciens ou deux partis, entre un lobby citoyen et un lobby d'affaires, avec des règles aussi strictes, c'est-à-dire un temps de parole limité et un arbitrage par un journaliste, une journaliste capable de gérer cette situation, en commençant toujours par ces trois questions. Quel est votre historique? Quelle est votre finalité aujourd'hui? Et quels sont vos moyens financiers? Et si le lobby refuse de venir, on laisse la chaise vide et le temps de parole auquel il a droit, c'est une explication, c'est une présentation du lobby. J'ai encore trois autres propositions. Mais... On en parle au bar après. Est-ce que quelqu'un a une question? Ok, là-bas en haut. Merci. Moi, j'ai une question sur le lien entre les émotions et l'action. Parce que je trouve qu'on voit justement dans le film qu'au moment où elle décide
d'aller détruire ces pylônes, c'est parce qu'elle ressent une émotion assez intense vis-à-vis de ce qui se passe dans le débat public. Et donc voilà, moi ça me questionne sur à quel moment on se fait guider plus que par ses émotions, même quand on est sûr que ce qu'on défend est juste, et versus le début du film où elle est plus dans l'argumentaire et elle parle de son manifeste, etc. Je ne sais pas si ma question est très claire. Je pense que, moi, toutes les actions de désobéissance civile auxquelles j'ai participé, elles demandent tellement de préparation que tu peux pas être juste guidé par tes émotions. C'est pas possible. Enfin, c'est des mois et des mois. Là, il y a 2 jours, je devais faire partie d'une et je suis malade et j'ai pas pu y aller. En fait, c'était le sommet européen sur l'hydrogène qui était basé à Bruxelles. Et en gros, c'est tous les énergies fossiles qui viennent vanter les bénéfices de l'hydrogène en disant que c'est la solution de l'avenir et qu'il faut leur donner plein de sous publics pour investir dans l'hydrogène. Et bref, en gros, c'était des collectifs d'activistes, y compris avec des activistes des pays du Sud qui venaient pour dire qu'en fait, l'hydrogène, c'est du greenwashing, c'est une énergie néocoloniale, enfin, c'est pas une énergie, mais c'est néocolonial, etc. Et en fait, le temps de construction de cette action, littéralement, ça fait 3 mois qu'elle est en préparation. Une édition de Code Rouge, c'est minimum 6 mois de préparation. Donc, je pense que rien que ça fait que tu peux pas être guidé juste par tes émotions. Il y a personne, en tout cas, moi, je pense pas connaître un activiste qui se lèvera un jour en disant je vais faire une action de désobéissance civile aujourd'hui parce que je suis hyper énervé par rapport à quelque chose. Ça fonctionnera pas. Niveau sécuritaire, il faut vérifier les lieux, il faut faire attention à plein de trucs, il faut avoir des soutiens légaux. Un truc qu'elle fait dans le film et qu'on fait par exemple, la question des téléphones pour des questions de sécurité, de les mettre dans d'autres pièces, etc. Enfin, il y a tellement de préparation qui est nécessaire que pour moi, tu peux pas être juste guidé par tes émotions, quoi. Et moi, dans le côté, je voulais dire qu'il y a Moi, j'ai réalisé que j'ai commencé mon activisme, mais c'est peut-être pas de la désobéissance civile. Enfin, j'ai commencé avec les grèves pour le climat, et j'ai réalisé à ce moment-là qu'en fait, j'avais très peu d'informations sur la question de l'urgence climatique ou en général l'injustice sociale. Mais j'ai été guidée par un mouvement, par des rencontres, et du coup aussi par des émotions. Et c'est ça qui m'a mis la première fois dans la rue. Et ensuite, j'ai continué à m'éduquer, et aujourd'hui, je continue à m'éduquer sur ces questions-là. Mais je pense que c'est évidemment important de prendre en compte le côté des émotions, de ressentir les faits, parce que pour moi, si ça vient que de la tête, 3 degrés de réchauffement planétaire, ok, je vais participer à Code Rouge, c'est bien, mais je pense pas qu'on va tenir sur le long terme. Et je pense que si ça vient des tripes, et si on le ressent vraiment, et qu'on est prêt à continuer à s'éduquer tout en ressentant ces émotions et ressentant ce que ça veut dire les faits, alors pour moi, c'est beaucoup plus long terme, et aussi on devient plus vrai aussi. Et je pense qu'alors, à ce moment-là, la question de la crainte, quand on est à l'action, si on pense juste au fait qu'il va y avoir 3 degrés de réchauffement planétaire, je pense que très vite, on oublie le fait quand on fait face à la police. Mais par contre, si ça vient des tripes, on se met dans nos baskets et on tient la personne à côté de nous et on sent qu'on est là pour des réelles raisons, quoi. Ok, toute dernière question. Ah, c'était la dernière abonnement. On n'avait pas le droit. Allez, encore une. Bonjour. Alors, en fait, c'est pour Maxime. En fait, je crois qu'il y a 2 scénarios. Soit j'ai pas bien compris la question qu'on t'a donnée, ou j'ai pas bien compris la réponse. C'était par rapport, à un moment donné, tu as dit la différence entre un acte de désobéissance civique et une action directe. Et moi, la question que j'avais compris, c'était à quel moment on se permet de faire ce mouvement, enfin, ce type d'action. Oui, je suis pas psychologue, donc j'ai répondu dans mon domaine de compétences. Donc Peut-être que tu n'as pas la réponse, hein, c'est pas un souci, mais juste que j'avais pas bien compris le. Oui, j'ai parlé de questions de légitimité, effectivement, Ouais. parce que j'ai voulu dire des trucs sur lesquels j'avais un peu de compétences. Ok, d'accord, pardon, désolé, alors waouh. Pas de souci. Par contre, n'oubliez pas de recharger votre Makita, c'est très important. Ok, d'accord. Votre Makita, sinon, en plus, jamais scier un câble en tenant à la main de l'autre côté, ça c'est très. Merci beaucoup.